Je vous propose d'attendre juste quelques secondes. Je vois que les connexions sont en train de se faire et nous allons démarrer. Voilà, parfait. Merci d'avoir patienté. Vous êtes nombreux à nous rejoindre ce matin. Mon nom est Jérôme Bourg, je suis associé au sein du cabinet Newton Boréal. Et l'idée ce matin est de vous partager lors de ce webinaire nos retours d'expérience, et en particulier celui de Xavier Baraton, sur l'actualité, parfois brûlante même, du sujet du SNOP. On parlera aussi, bien sûr, des enjeux de technologie associés. Et donc, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Xavier Baraton et Emmanuel Winval. Je vais vous laisser vous présenter tous les deux. Bonjour Jérôme, bonjour Emmanuel et bonjour à toutes et tous. Ravi d'être avec vous ce matin. Xavier Baraton, je suis directeur supply chain chez Motul. Je vous présenterai Motul en quelques mots tout à l'heure, ETI française. Et donc, je suis au sein de Motul en tant que directeur supply chain depuis novembre 2022, après un parcours d'une vingtaine d'années en supply chain industrielle dans des grands groupes du CAC 40 comme Renault, comme Saint-Gobain, mais également dans d'autres structures type ETI, dans l'agroalimentaire en particulier. Ravi d'être avec vous ce matin et de pouvoir aussi répondre à vos questions en fin de séance. Bonjour à tous, Emmanuel Winval. Je suis donc associé au sein de Newton Boréal Consulting. J'ai un parcours de 20 ans dans les opérations et plus particulièrement dans l'industrie. Et je rejoins le conseil et donc Newton Boréal il y a maintenant 5 ans. Alors, ce que nous vous proposons donc, c'est de commencer par, pour nous, ce panorama sur les sujets d'actualité et pas que autour du SNOP, qui a un certain nombre d'éléments incontournables sur lesquels nous allons revenir. Vous parlez, comme je vous le disais, des éléments de technologie digitale. Dans la deuxième partie, ça va être vraiment le sujet central de ce webinaire, le retour d'expérience de Xavier Baraton. Et puis, effectivement, gardez du temps pour pouvoir répondre à vos questions. Vous avez le chat pour cela, n'hésitez pas. On peut prendre le temps à la fin du webinaire pour pouvoir répondre à vos questions et le replay sera disponible ensuite. Vous recevrez un email pour ce replay. Quelques mots pour vous présenter le cabinet Newton Boréal. J'aime bien l'expérience d'Emmanuel qui est très significative. Nous sommes vraiment un cabinet d'expertise entièrement dédié à ces sujets de supply chain, avec beaucoup d'intervenants qui ont une expérience importante dans des fonctions opérationnelles. Et nous intervenons sur l'ensemble des sujets, aussi bien des sujets de planification, de SNOP, des sujets très opérationnels autour de l'entrepôt, autour du transport, bien sûr l'ensemble des enjeux de digitalisation et puis les enjeux de green supply chain. Nous intervenons aussi bien auprès d'industriels comme Motul que de distributeurs, de prestataires et grands groupes et ETI. Alors Emmanuel, je te laisse la main. Donc effectivement, pour entrer dans le vif du sujet, dans le SNOP, aujourd'hui on peut se poser la question avec toute l'actualité et on voit malheureusement dans les événements récents des derniers jours si le SNOP reste nécessaire et comment, du coup, s'il est nécessaire, comment on pourrait le rendre efficace. Donc le SNOP, ce n'est pas qu'un processus de planification, c'est avant tout un outil de pilotage business nécessaire sur le moyen terme. Et il fait ce lien entre l'exécution et la stratégie. C'est pour ça que c'est un processus clé sur le moyen terme. Dans le contexte actuel où il y a beaucoup de volatilité, des crises, des ruptures d'approvisionnement, donc des ruptures de stock, des problèmes de logistique, de transport logistique, on le voit sur le fret maritime, le fret aérien, anticiper plutôt que subir est devenu crucial. Et donc, c'est important d'anticiper, c'est important aussi d'aligner les différents acteurs au sein d'une organisation, au sein d'une entreprise. Pourquoi? Pour pouvoir prendre des décisions communes et des décisions qu'on applique rapidement. Et c'est pour ça qu'on dit qu'aujourd'hui, le processus SNOP, il reste d'actualité, il reste nécessaire, il est encore plus essentiel dans ce contexte-là. Parce qu'effectivement, dans l'incertitude, le problème n'est pas seulement de prévoir juste,
mais c'est de décider tous ensemble et de s'aligner à la bonne fréquence. Donc, on va pouvoir faire dans ces contextes incertains où chaque jour les conditions d'approvisionnement, de transport sont différents en termes de délai, en termes de coûts, c'est peut-être réagir plus fréquemment. Et donc, on va accélérer le processus S&OP pour être plus efficace dans cette période-là. Le paradoxe qu'on rencontre aujourd'hui au sein des entreprises, c'est qu'on a de plus en plus de data et d'outils. Donc, on a des solutions APS, Advanced Planning System, qui sont support des processus S&OP, qui sont de plus en plus performants, de plus en plus nombreux. Certains sont assez généralistes, d'autres sont très spécifiques par secteur d'activité ou par sous-processus. On a l'IA qui est arrivée depuis quelques années et qui va accompagner ces outils, ces solutions APS. Et puis, on a de plus en plus de data. On a de la data dans différentes sources de données, mais on a de plus en plus de data qui n'est pas toujours fiable, mais effectivement, on a beaucoup de data. Malgré cela, la prise de décision reste lente, souvent. Lente et parfois conflictuelle au sein des entreprises. Parce qu'il y a des silos, chacun protège sa paroisse. Donc, effectivement, malgré ces outils, l'IA, ces données, on continue à avoir des prévisions multiples. Donc, des prévisions qui sont issues de la finance, qui sont issues du commerce, qui sont issues de la supply chain, du marketing. Et donc, on se retrouve avec de multiples prévisions. Et donc, ça ne permet pas de prendre des décisions parce qu'on n'est déjà pas aligné sur la prévision. On a effectivement un fonctionnement en silo. Et souvent, on a un comité de direction qui ne va pas être impliqué dans le processus S&OP. Donc, il ne va pas le rendre efficace. Un comité de direction qui va prendre des décisions en dehors du processus S&OP, qui n'ont pas été discutées, et donc avec des éléments qui ne sont pas partagés. Donc ça crée des soucis dans la prise de décision. Et par conséquent, on va avoir des arbitrages tardifs. On ne va pas réagir suffisamment vite et on va attendre le cycle suivant pour prendre des décisions qu'on aurait pu prendre auparavant. Et on va mal anticiper les dysfonctionnements qu'on retrouve qui deviennent des dysfonctionnements court terme parce qu'on n'a pas anticipé sur le moyen terme. Et donc, en synthèse, ce n'est pas parce qu'on a plus de données qu'on décide mieux. Souvent, c'est même l'inverse. On a plus de chiffres et donc on a plus de débats. Et l'efficacité du collectif, il ne va pas progresser automatiquement avec le foisonnement de data et d'analyse. Pour qu'un SOP soit efficace, il y a 3 composantes essentielles. Les personnes, le processus et les outils. Sur la composante personne, il faut effectivement mettre en œuvre un esprit collaboratif, faire preuve d'écoute active, comprendre les contraintes de l'autre. Souvent, au sein de Newton, quand on accompagne nos clients, on parle de SLA, Service Level Agreement, interne. Il faut comprendre les contraintes de l'autre et puis il faut s'engager. Le commerce doit s'engager sur la fiabilité de ses prévisions, la production sur la production, les stocks qu'ils peuvent mettre en œuvre. Et donc, il y a des engagements internes au sein de l'entreprise. Et le comité de direction doit être totalement impliqué et doit vraiment utiliser le cycle S&OP et les réunions S&OP pour arbitrer et prendre des décisions. Et ça ne doit pas se jouer en dehors de ce processus-là. Le processus, bien entendu, il doit être clair, structuré. Et donc, avant de démarrer, et Xavier vous le partagera, mais avant de démarrer un processus S&OP, il faut être clair sur les objectifs du S&OP. Est-ce que mon objectif, c'est d'améliorer mes ventes, d'améliorer ma marge, de mieux saturer mes outils, d'améliorer la satisfaction client, et donc mon notif, par exemple, ou un autre objectif. Et donc, il faut être clair sur l'objectif qu'on veut atteindre avec le S&OP et donc le structurer en fonction. Il doit être très orienté décision. C'est pas les réunions S&OP ne sont pas là juste pour se réunir, ils sont là vraiment pour observer les faits, partager les analyses, les données, simuler différents scénarios et prendre des décisions opérationnelles à l'issue du cycle. Et donc, pour cela, les rôles et responsabilités doivent être clairement définis. Qui prépare quoi, qui fait quoi et qui participe. Il n'y a pas besoin d'avoir 15 participants à chaque réunion. Il faut vraiment voir les acteurs qui sont importants dans l'explication du contexte et des analyses et dans la prise de décision. Et enfin, l'outil, la solution APS va vous apporter une fiabilisation de la donnée, entre autres sur la partie prévision, parce qu'il y a des fonctionnalités de data cleaning, d'intégration de facteurs externes qui vont vous améliorer cette prévision. Ça va vous permettre de démultiplier
des simulations qui sont dures à faire sur Excel ou autre. Ça va vous permettre d'avoir plusieurs simulations de scénarios. Et tout ça va être un support à la décision. Bien sûr, on ne va pas remplacer, les outils ne vont pas remplacer la décision, mais ça va être une aide essentielle à la décision. Et donc, effectivement, le SNOP, c'est un enjeu humain qui est cadré par un processus clair et outillé par cette technologie APS. Comme je le disais en introduction, le SNOP, c'est vraiment la colonne vertébrale du pilotage moyen terme. Il fait effectivement ce lien entre la stratégie et l'exécution, et il permet d'aligner les ventes, le marketing, la production, le stock et les coûts. C'est pour ça qu'il englobe vraiment toutes les fonctions de l'entreprise. Donc, dans cette pyramide du pilotage de l'activité d'une entreprise, qui est assez classique, on retrouve bien sûr au sommet l'aspect stratégique, mais là, je suis sur un horizon de temps plus long, je vais essayer 2 à 4 ans. Je vais être dans une réalité moindre, je ne veux pas être au produit ou à la famille de produits, ça va être une vision plus lointaine, qui va aussi permettre de définir une vision et une stratégie pour l'entreprise. Tout en bas de la pyramide, j'ai la partie exécution, la partie opérationnelle, où là, au contraire, je suis sur un horizon de temps plus court, donc quelques semaines. Je vais avoir une planification à l'article, à l'atelier, et ça va me permettre de cadencer la production. Et le SNOP, il est vraiment entre les deux. Il fait vraiment l'interface entre la stratégie et l'opérationnel. Il va permettre d'établir ce plan industriel et commercial. En général, c'est une fréquence mensuelle dans la plupart des activités. On va être sur un horizon de plusieurs mois, 3 à 18 mois, au moins 12 mois idéalement, et on va être sur une planification en général à la famille d'articles, à l'usine, et on va pas au site de production, et on va pas descendre jusqu'à l'équipement. On va être vraiment sur un arbitrage entre le volume et la capacité. Et donc, 4 caractéristiques du projet SNOP, c'est un cycle périodique structuré, donc il y a plusieurs réunions dans ce cycle. Ça démarre bien sûr par la revue de la demande, la revue de la capacité et des ressources, et puis une réunion d'arbitrage et de validation des décisions. Bon, c'est la théorie, et bien sûr après, ça doit être appliqué au contexte d'activité de chaque entreprise. Chez Motul, par exemple, le marketing a un poids important, et donc il a fallu introduire en amont de cette revue de la demande une réunion marketing pour revoir le portefeuille, le phase-in, phase-out, le portefeuille des lancements de produits, des arrêts de produits, etc. Parce que c'est important à anticiper. Deuxième caractéristique, c'est l'alignement des objectifs. Il faut que chacun participe ait la même vision, partage la même vision pour équilibrer vraiment l'offre et la demande, et que ça soit en cohérence avec la stratégie. On dit toujours que le SNOP n'est pas stratégique, il est tactique, il décline la stratégie de l'entreprise, donc la vision de la direction. Comme je le disais, c'est essentiel qu'il y ait une prise de décision opérationnelle. On est là vraiment pour prendre des décisions qui vont se décliner dans les opérations, dans le quotidien. Et donc, il faut que ça soit des décisions partagées, basées sur des éléments factuels, les données qu'on a analysées, basées sur des analyses et des simulations de scénarios. Et enfin, le SNOP, c'est vraiment un moment de vérité. Voilà, il ne faut pas se voiler la face. Les ventes sont en baisse, il faut les regarder attentivement. Il faut prendre des décisions en fonction de ça. Des sites de production ont des problèmes, il faut le regarder en face et prendre des décisions internes, des mesures internes pour rectifier la marche ou prendre des décisions qui vont intégrer le fait qu'une usine fonctionne moins bien, par exemple, que les ventes ne sont pas présentes. Donc, c'est vraiment un moment de vérité collective pour l'entreprise. Et donc, le SNOP ne doit pas être réduit à une succession de réunions, mais ça doit être ce moment de vérité et doit pousser à prendre des décisions. Je passe la main à Jérôme pour l'aspect solution APS. C'est effectivement la question que nous avons souvent de la part de nos clients. Une fois que ce processus est défini, pour nous clairement le point de départ et le processus, et cet aspect d'embarquement des personnes et des équipes, c'est de trouver la solution en phase avec les besoins. Et la difficulté, c'est que le marché, l'APS, est clairement complexifié. Et si vous voyez effectivement ces 3 niveaux, entre le niveau stratégique, le niveau vraiment SNOP et le niveau ordonnancement,
et bien on va le retrouver dans les outils avec un marché sur lequel il y a aujourd'hui beaucoup d'acteurs, et ce terme d'APS, Advanced Planning System, qui a été utilisé sur des réalités souvent différentes. Ce recensement n'a pas vocation à être exhaustif. L'idée pour vous, c'était de vous partager plusieurs éléments en termes de grille de lecture du positionnement des différents acteurs. Le sujet central du SNOP a souvent été le premier sujet traité par les acteurs, par les éditeurs de solutions APS. Et donc, c'est ce qu'on voit sur un certain nombre d'acteurs spécialisés qui traitent ce niveau tactique. On a ensuite des acteurs plus spécialisés sur des niveaux stratégiques, clairement sur des éléments qui vont venir en support à la réflexion sur le réseau supply chain de l'entreprise. Et puis, comme Emmanuel le mentionnait, d'autres sujets très opérationnels. On est vraiment sur l'ordonnancement avec aussi des acteurs dédiés. Et puis, tout un ensemble d'acteurs qui sont venus souvent de ce niveau tactique et qui ont étendu aujourd'hui leur offre et pour couvrir quasiment l'ensemble des niveaux. Donc voilà, premier élément de lecture, c'est de dire, quand on parle d'APS, quel est le niveau que je veux adresser? Est-ce que je suis sur le SNOP ou est-ce que ma question est plus sur un niveau stratégique ou un niveau opérationnel? Le deuxième élément de lecture, c'est que vous voyez des acteurs très variés en termes de taille. Aussi bien des gros acteurs généralistes, venant du monde de RP, un certain nombre d'acteurs mondiaux de l'APS qui ont effectivement un périmètre de couverture très large, Kinaxis par exemple, et puis tout un ensemble d'acteurs spécialisés, soit sur des éléments fonctionnels, soit sur un vertical, et qui peuvent être pertinents pour vous. Donc l'enjeu dans cet élément de compréhension du marché, c'est vraiment de se dire que, comme souvent, le terme APS aujourd'hui a des contours assez flous, et donc c'est vraiment de partir de votre besoin métier, d'aller chercher les spécificités et de cibler les acteurs pertinents pour vous, et c'est aussi ce que nous faisons avec nos clients. Donc une fois qu'on a cette vision effectivement des acteurs du marché, la question qui se pose aujourd'hui systématiquement, qui est sur toutes les lèvres, c'est bon, et l'IA dans tout ça? L'IA est effectivement un sujet très clair pour notre processus SNOP, c'est même un des premiers cas d'usage. Et là, ce que je me suis permis de reprendre sont des éléments qui ont été produits par France Supply Chain. J'interviens aussi, je copilote le lab digital de France Supply Chain. Et nous avions produit des éléments en particulier sur ces cas d'usage de l'IA générative, en distinguant en particulier 3 grandes familles de solutions dans ces technologies d'IA générative. Les modèles publics, ChatGPT pour faire simple, les modèles privés intégrés par des acteurs comme Microsoft, et puis ce qu'ont poussé une bonne partie des acteurs que je vous ai présentés juste avant, donc des modèles éditeurs, c'est-à-dire des solutions de type LLM, de type IA générative, intégrées directement dans des solutions métiers ou des éditeurs qui se sont créés clairement autour de cette technologie IA. Dans le cas du processus SNOP, les apports, c'est quoi? Vous avez compris, il y a cet enjeu de prise de décision, d'animation du processus. Là, on est sur un cas d'usage connu de tout le monde, sur la capacité à documenter facilement les éléments de réunion de ce processus, qui est fait aujourd'hui de manière très efficace par ces modèles publics. Les modèles privés peuvent avoir un apport, en particulier, sur le nettoyage de la donnée. L'IA a une matière première, c'est la data. Cette data est souvent un enjeu pour les entreprises, et donc l'IA va permettre déjà, un certain nombre de technologies sont là aujourd'hui, de nettoyer, de redresser la data qui va être ensuite utilisée par les modèles de calcul. Et puis, ce qu'on voit beaucoup, l'apport ensuite dans les modèles éditeurs de l'IA générative, eh bien, c'est de facilité d'usage. On n'a plus besoin d'être Bac+40 en APS pour aujourd'hui utiliser un certain nombre de solutions, interagir en langage naturel avec ces solutions, et puis, c'est aussi un élément souvent central, de créer facilement des scénarios, de les comparer à nouveau en langage naturel. Donc, on est vraiment sur un sujet SNOP sur lequel on a aujourd'hui des cas d'usage très clairs de l'IA, même si on a toujours ces sujets d'hallucination qui restent là, qui restent inhérents de toute façon de la technologie, et donc qui supposent toujours ce travail humain.
Et alors, par rapport à ça, justement, la question que je me pose souvent, et je vais laisser Emmanuel répondre, c'est voilà, concrètement, comment est-ce que tu vois les choses dans le cadre des projets que tu réalises? Donc effectivement, quel est l'apport réel de l'IA qu'on peut toucher du doigt? Aujourd'hui, ça permet des prévisions plus robustes grâce au machine learning, à l'enrichissement des modèles, l'intégration de données externes qui sont de plus en plus riches et qui sont dures à piloter sans des outils APS, avec de l'IA avancée, parce qu'on va avoir de multiples données externes et on ne va pas forcément pouvoir les lire et les corréler aux ventes si on n'a pas ces outils-là qui nous aident. Ça va permettre de démultiplier les scénarios, donc de faire des simulations, d'en faire davantage de scénarios, de simuler davantage de scénarios, et surtout beaucoup plus rapidement. C'est quasi automatique. Et à partir de ces simulations de scénarios, on va pouvoir avoir très rapidement, directement, les impacts en termes de services, de coûts, de stock, de saturation de site, ce qui est essentiel pour une entreprise. Dans la cohérence des données, on va pouvoir identifier des écarts, des erreurs éventuelles de saisie dans les prévisions, par exemple, de la part d'un commercial, de la supply chain ou du marketing, ou je ne sais qui. Ça permet de mettre le doigt plus rapidement sur des écarts ou des erreurs. Ça va permettre de nettoyer automatiquement les historiques qui sont dus à on a eu une baisse des ventes le même mois l'année précédente parce qu'il y a une rupture d'approvisionnement, l'arrêt d'un site, une panne, etc. Ça permet de nettoyer ces historiques beaucoup plus rapidement et donc d'être plus fiable en termes de prise d'hypothèse pour les prochains mois. Et c'est des outils de collaboration et de pilotage qui permettent de fonctionner mieux et ne plus fonctionner en silo. Par exemple, pour les multinationales qui ont des BU aux quatre coins du globe, ça permet de laisser des messages, d'inviter, de dire j'ai terminé ma tâche, à toi d'embrayer sur la tâche suivante. Et ça permet de communiquer plus facilement, même quand il y a des décalages horaires importants. Ça permet de détecter des conflits d'objectifs. Quand on a saisi des prévisions, des objectifs qui sont contradictoires, qui ne peuvent pas fonctionner ensemble, ça permet d'identifier ces parties-là. Donc, dès aujourd'hui, l'IA apporte déjà des avancées réelles dans l'utilisation des APS et apporte donc des réels bénéfices. Par contre, ce que ne fait pas l'IA, forcément, c'est décider des priorités de l'entreprise. Ce n'est pas le rôle de l'IA et je dirais heureusement, ça reste encore le rôle de l'humain au sein de l'entreprise, de gérer les arbitrages et entre autres les arbitrages politiques. Il peut y avoir des éléments qui vont rendre plus difficile la prise de décision et donc l'IA ne va pas remplacer ça, les APS ne vont pas remplacer ça et puis ça ne va pas aligner les équipes. Donc, si je reviens aux trois composantes clés dont on a parlé tout à l'heure, forcément, l'aspect humain, l'aspect personne et l'aspect process restent primordial. C'est pour ça que ce sont trois composantes clés, l'humain, le processus et les outils. Et donc, en synthèse de l'IA, l'IA, il accélère le SNOP, il le rend plus efficace, mais il ne le rend pas plus mature. C'est pour ça que des fois, c'est le discours qu'on a aussi avec nos clients, choisir directement un outil sans avoir de processus SNOP est difficile parce que la réussite n'est pas forcément au bout du chemin. Après cette partie-là sur le processus SNOP et les outils et l'IA, j'ai le plaisir de passer la main à Xavier qui va vous parler de l'expérience chez Motul. Merci Emmanuel. Je vois qu'on commence à avoir des questions dans le chat, on y répondra par la suite. Merci pour votre intérêt, ce sera avec plaisir. Donc ravi écoutez, de partager ce retour d'expérience chez Motul. Quelques mots tout d'abord pour vous présenter Motul. Motul, nous sommes un groupe industriel français, un peu plus de 170 ans d'histoire. Et nous sommes spécialistes dans les fluides et les lubrifiants. Fluides et lubrifiants essentiellement à destination des véhicules, que ce soit l'automobile, la moto, le poids lourd. Donc des huiles de moteur, des huiles de boîte de vitesse, des lubrifiants sur l'ensemble des fonctions, on va dire, d'un véhicule, mais également des gammes de liquides de refroidissement, de lave-glace et tout l'ensemble des fluides qui rentrent en fait dans un véhicule. Et puis nous avons une diversification de notre activité croissante, avec aujourd'hui des lubrifiants et des fluides à destination de l'industrie, donc pour les machines-outils, fluides de coupe, de trempe, etc.
et également sur le management thermique, puisque nous avons développé des gammes de produits à destination de batteries immergées, que ce soit pour des batteries électriques de véhicules, mais également de l'immersion pour des data centers, pour les systèmes de refroidissement des data centers qui sont évidemment dans des besoins croissants aujourd'hui et sur lesquels nous apportons notre contribution technologique. Voilà. Notre historique est très marqué par la R&D et la capacité à développer nos fluides. Nous les développons, nous les fabriquons et nous les distribuons. Donc, on a un poids de la R&D très fort. Et Emmanuel le mentionnait, le phase-in, phase-out, lancement, arrêt de produit et renouvellement des gammes est une activité forte et qui rentre en plein dans le sujet du SNOP. L'entreprise aujourd'hui représente 750 employés, un peu plus, répartis sur l'ensemble de la planète dans notre douzaine de business units. Et nous opérons et nous distribuons vraiment sur un marché mondial. Donc, un des challenges dans le déploiement du SNOP, ça a été d'embarquer aussi bien les équipes au siège à Aubervilliers, à côté de Paris, ce qui n'a pas été le plus compliqué, j'ai envie de dire, même s'il a fallu traiter l'ensemble des fonctions et des niveaux hiérarchiques, mais également des commerciaux qui sont basés à Bogota, à Johannesburg ou à Dubaï. Ça fait partie des sujets et de l'adaptation culturelle également du déploiement. Puisqu'on parle supply chain, un ordre de grandeur, nous sommes sur à peu près 2000 références actives aujourd'hui qui se déclinent sur 400 formules différentes. Et puis, entreprise familiale, nous avons également une fondation d'entreprise qui accompagne dans notre écosystème des jeunes en difficulté et un peu en marge de la société vers des métiers de garagistes, de mécaniciens pour les aider à reprendre pied dans le monde actuel. Voilà. Notre histoire et notre ADN est très marqué par le marketing et les ventes. Nous sommes une société dont la marque, si vous êtes un tant soit peu motard ou féru de sport mécanique, est assez puissante. Nous sommes partenaires d'événements majeurs comme les 24 heures du Mans, que ce soit l'auto ou la moto, partenaires également des grands prix moto, donc la Formule 1 de la moto, du Dakar historiquement, et de pas mal de teams, partenariats qui sont à la fois des partenariats technologiques avec le développement spécialisé de fluides pour ces véhicules, mais également des partenariats évidemment marketing en termes d'image de marque. Et puis, comme nous opérons évidemment sur un large marché, un parc automobile et moto sur l'ensemble de la planète, nous avons des partenariats et des homologations pour l'ensemble de nos produits et des partenariats rapprochés avec certaines marques. Nous sommes depuis quelques mois maintenant aux côtés de McLaren en Formule 1, fournisseur de leur lubrifiant pour la transmission sur les Grands Prix de cette année. Voilà. Moi, j'ai rejoint Motul il y a 3 ans et le mandat qui m'a été donné concrètement, ça a été, si je paraphrase un petit peu quelqu'un que nous connaissons tous, ça a été vraiment « Make supply chain great at last ». Il est vraiment temps que la promesse que nous apportons avec notre qualité de produit, de formulation, notre qualité de marketing, d'image de marque, notre positionnement premium assumé, se matérialise dans une qualité de service et opérationnelle au même niveau. Et donc, ça a été le challenge qui m'a été confié à mon arrivée. Et de facto, nous avons assez vite travaillé avec l'équipe de Newton, Emmanuel ici présent, et des consultants dans son équipe, pour faire un diagnostic, j'ai envie de dire flash, assez rapide sur quelques mois de notre supply chain, qui a mis en avant différents dysfonctionnements et difficultés sur la base de l'historique. Si je reprends très concrètement la situation que nous avons pu connaître sur l'année 2023, nous avons connu un début d'année avec un emballement des ventes et une forte croissance de nos business supérieur au budget, ce qui a réjoui nos équipes commerciales et je dirais l'ensemble de l'entreprise, mais avec une véritable difficulté derrière du fait du manque d'anticipation et d'alignement en interne à fournir nos clients à hauteur de ces ventes. Ce qui fait que nous sommes retrouvés sur quasiment la moitié du portefeuille de produits avec des ruptures, parfois courtes, parfois plus longues sur plusieurs semaines ou mois, des retards de livraison, une incapacité à donner des dates claires de reprogrammation et de relivraison des clients et de disponibilité des produits. Et ceci a généré ce qu'on connaît malheureusement assez bien sous le nom de bullwhip effect dans nos supply chain, encore une croissance et un emballement des commandes, puisque les clients, pour être sûrs de sécuriser un minimum de volume, nous ont passé largement, pour certains, ou même nos propres BU en interne, quand on est sur des approvisionnements en interne, des commandes bien au-delà de leurs stricts besoins, voire de leur reconstitution de stock.
Et puis, nous avons vécu une deuxième partie de l'année où, à l'inverse, cet emballement a cessé et nous nous sommes retrouvés assis sur un stock très élevé avec ce qui aurait pu être très favorable, des stocks conséquents, mais malheureusement pas forcément sur les références qui étaient attendues par les marchés. Donc, de facto, nous avons eu une inversion de la tendance au niveau commercial, mais avec malheureusement une incapacité à fournir les produits qui étaient réellement attendus sur les marchés par nos clients et une difficulté à respecter nos engagements budgétaires, que ce soit en interne avec notre usine, avec nos fournisseurs à la fois de matières ou nos sous-traitants industriels, sur lesquels nous avons eu des complexités et des discussions parfois assez délicates, puisque nous n'étions plus du tout dans les clous de ce que nous avions anticipé en termes de production et de besoins sur la deuxième partie de l'année. Et ceci sans pour autant améliorer le service à nos clients. D'où ce besoin urgent de retravailler sur l'ensemble de notre supply chain. Et ce qui est ressorti de façon très flagrante et frappante à travers les entretiens et le travail qu'a mené l'équipe Newton à nos côtés lors du diagnostic qui a pris 4 mois, ça a été vraiment un manque d'alignement sur l'ensemble des fonctions. C'est-à-dire que l'équipe marketing lançait des produits, mais la planification de ces produits n'était pas forcément bien rentrée dans le processus opérationnel. À l'inverse, les ventes accéléraient ou ralentissaient ici ou là sans information qui transparaissait. La supply chain faisait son programme de production avec les infos dont elle disposait, mais qui n'étaient pas suffisamment fiables, etc., etc. Et de facto, nous avons travailler ensemble à identifier ces difficultés. Et ce qui est ressorti, et je dirais de façon très satisfaisante pour moi en tant que directeur supply chain, ça a été un cri du cœur presque de nos patrons de business, de nos équipes marketing et de l'ensemble des fonctions, y compris finance, de dire il nous manque cet alignement, il faut vraiment qu'on arrive à se parler, à anticiper, à prévoir des choses. Le court terme, certes, mais au-delà de ça, de façon à mieux piloter l'entreprise. Nous avons un plan stratégique très clair chez Motul qui nous projette à 2030, qui se cascade sur des budgets annuels qui sont à peu près propres, mais entre l'opérationnel et quotidien et ce plan stratégique, il nous manquait clairement beaucoup de maillons dans la chaîne et c'est ce qui a fait à ce moment-là que nous avons choisi et mis en œuvre le projet SNOP, donc Sales and Operations Planning, comme un projet stratégique prioritaire, le projet numéro 1 au sein de Motul pour l'année 2024. Et que nous avons donc déployé sur l'ensemble de l'entreprise. Quelques mots maintenant sur la feuille de route que nous avons construite avec l'équipe Newton Boréal. Le premier axe que nous avons vraiment déployé et sur lequel nous nous sommes focalisés, ça a été les personnes. Alors les personnes, pas individuellement, mais vraiment embarquer l'organisation et la gouvernance. Nous avions connu chez Motul il y a 5 ou 6 ans un premier embryon et premier tentative de déploiement de SNOP qui avait échoué parce qu'il s'était focalisé de façon très forte et majoritairement sur des paramétrages SAP, sur des choses très techniques, très supply chain, j'ai envie de dire, et qui n'avait pas embarqué l'ensemble de l'entreprise, que ce soit à travers les fonctions ou à travers les niveaux hiérarchiques. Donc, l'enjeu a vraiment été de cascader ce constat et de le transformer de constat d'insuffisance de notre horizon tactique notamment, en une vision commune et une ambition commune, notamment en termes de taux de service. Et ça, nous l'avons fait à travers l'appui et l'embarquement du COMEX, que ce soit collectivement ou individuellement, de façon à vraiment montrer et mettre en exergue la réalité du quotidien à travers ce que pouvait apporter le SNOP en termes d'impact pour l'entreprise et d'amélioration concrète. Parler de niveau de stock et de valorisation des stocks avec la finance, parler de niveau de service avec le patron du business, parler de qualité des prévisions et de capacité à anticiper nos achats avec les achats, etc., etc. Donc, ça a été vraiment de montrer, décliner embarquer l'ensemble de la structure. Et puis, mener une évaluation sur la maturité à la fois sur la partie prévision des ventes, notamment auprès de nos business units, de nos filiales, et puis maturité et interconnexion et relais de ces prévisions de vente vers la partie industrielle et les opérations avec nos différents sites, nos différents fournisseurs. Et donc, nous avons structuré ensuite un processus orienté autour de l'offre et de la demande, si je puis dire, et de la capacité vraiment à fournir, mais vraiment avec un objectif de décision. C'est-à-dire que nous avons mis en place des points mensuels au sein du comité exécutif, qui était vraiment partie prenante,
où l'objectif, et nous y sommes attelés, ça a été vraiment de sortir avec des décisions concrètes, des arbitrages, qui soit l'arbitrage sur lequel tout le monde se calait. C'est-à-dire que un des points, et l'équipe Newton le dit souvent, c'est pas forcément d'avoir le bon jeu de données, la bonne décision, mais c'est d'avoir une décision et un choix sur lequel tout le monde est aligné et qui est le scénario sur lequel tout le monde travaille de concert. Et ça a vraiment été l'objectif premier au niveau de l'entreprise. Ensuite, nous avons clarifié le cadre du SNOP, défini des RACI, déployer ensuite étape par étape en faisant des proof of concept avec certaines filiales, avec certains fournisseurs, et puis ajuster progressivement. On va y revenir. Un des écueils et une des peurs, j'allais dire légitimes, lors de la mise en œuvre d'un processus comme ça qui embarque l'ensemble de l'entreprise, c'est la charge de travail, c'est la complexité. Et il faut, je crois, démarrer petit et humble sur ce type de déploiement avec des choses. Si on ne traite pas l'ensemble des SKU au début, mais qu'on se focalise sur le top 10 qui font déjà 50 ou 60% des ventes, on n'est pas si mauvais que ça. Et il faut avoir cette humilité-là et l'accepter. Et ensuite, amener, à travers l'amélioration qui en découle, le déploiement de façon progressive. Voilà. Et donc, c'est vraiment cette itération qui n'est pas simplement une itération de on répète la même histoire tous les mois. Au contraire, on s'améliore à chaque tour et ça fait partie de nos mantras chez Motul. Improve at every lap. Étant dans la compétition automobile, c'est assez explicite, je crois. Et puis, de facto, nous sommes revenus, mais je dirais en dernière étape, sur les outils. En construisant des outils de pilotage à travers Power BI, et l'équipe Newton là-dessus nous a fortement aidé à développer ces reporting. Et retour vers notre cher ERP. Nous sommes complètement intégrés sur SAP avec la suite IBP pour la partie APS, de façon à revenir, mais j'ai envie de dire avec appétence, avec envie vers cet ERP pour qu'il soit le reflet des améliorations et des processus que nous avions structurés en amont avec les équipes qui voyaient et qui voient désormais le bénéfice de cette mise en œuvre du SNOP. Donc vraiment une dynamique people first, si je parle un bon français, voilà, là-dessus. Ensuite, structurer le processus, identifier les collaborateurs clés dans le processus et les équipes clés, et ensuite le retour vers les outils. Donc voilà les 3 étapes que nous avons déployées dans cette feuille de route avec l'accompagnement des équipes Newton Boreal. Quelques mots maintenant pour vous faire un retour d'expérience. Donc, ça fait un peu plus d'un an et demi maintenant que nous avons mis en œuvre le SNOP. La façon dont nous avons travaillé avec l'équipe Newton, c'est-à-dire qu'ils nous ont tenus, j'ai envie de dire, très fort la main et presque tirés par le bras sur les premières semaines, les premiers mois, et puis progressivement, ils nous ont lâchés, d'abord devant la porte de l'école, et puis ensuite au coin de la rue, et puis, in fine, nous partions tout seuls de la maison, si je puis dire. Voilà un peu comment on a procédé, de façon assez vite à prendre la main, de façon à ce que ce ne soit pas un processus de consultant, mais vraiment un processus opérationnel au cœur de l'entreprise Motul que nous sommes. Voilà. Les succès, j'ai envie de dire, c'est le focus que nous avions mis dès le début, c'est l'engagement des équipes. L'engagement des équipes top-down avec l'implication de la direction qui a assez vite touché du doigt et vu les résultats concrets se matérialiser, mais également des succès bottom-up. C'est-à-dire que nous avons eu, de part des demand planners, de part des commerciaux, même isolés parfois au Guatemala ou autres, des niveaux d'exigence et d'implication très forts dont nous avons pris l'exemple et nous avons fait des retours de bonnes pratiques, notamment du travail de certains commerciaux avec nos importateurs lointains, etc., dans l'alignement qu'il pouvait y avoir et la qualité des forecasts, par exemple, que nous pouvions récupérer à travers l'engagement de certaines personnes. Et ça a vraiment fait tache d'huile et ça s'est vraiment déployé comme une bonne pratique au sein de l'entreprise. Ensuite, je l'ai dit, nous sommes partis sur une méthode très pragmatique, vraiment montrer du doigt. On ne parle pas le même discours et il est difficile, même le terme SNOP chez nous, si vous voulez, pour les commerciaux à l'autre bout de la planète, ne parlait pas. Donc, on a vraiment adapté le discours et le jargon auprès des équipes. Vous voyez sur le slide BSPNAO, moi c'est ce que j'appelle le bon sens paysan non assisté par ordinateur, c'est-à-dire vraiment la volonté que avant tout on touche du doigt le concret de ce qui est attendu, de ce qu'on peut apporter et de ce que ça va rapporter. C'est-à-dire que dès le début, un processus SNOP, il faut qu'il se matérialise par des résultats, et notamment des résultats sur le service, sur les stocks, parce que c'est l'attente de l'ensemble de l'entreprise.
Et même si c'est un processus à moyen terme, sur un horizon de 3 à 12 mois, il faut, dès les premières semaines, dès les premiers mois, mettre en exergue ses succès ou ses difficultés et les actions qui sont mises en œuvre, les actions correctives qui peuvent permettre justement d'améliorer ça et montrer et suivre ces sujets-là de façon à vraiment en faire la publicité, j'ai envie de dire en interne, de vraiment démontrer l'intérêt et le bénéfice du processus. Ensuite, ça a été une co-construction avec l'ensemble des acteurs et un désilotage. C'est-à-dire que nous étions sur une entreprise où les ventes performaient très bien en tant que vendeurs, les marketeurs étaient très bons sur le lancement et la promotion de nos produits, les opérations travaillaient quand même de façon très correcte sur la partie production, stockage, etc. Mais ça a vraiment été un briseur de silos de façon à pouvoir structurer des discussions transverses. Et je dirais le bénéfice qu'on en a au-delà du SNOP, c'est qu'aujourd'hui, on sait se trouver très rapidement. Dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui sur le Moyen-Orient, on ne fait pas du SNOP au quotidien, on est sur une échéance beaucoup plus courte, mais la capacité à se mettre autour de la table, réelle ou virtuelle, avec l'ensemble des fonctions sur un sujet comme ce qui se passe au Moyen-Orient aujourd'hui, à la fois pour nos approvisionnements, pour la partie matière, disponibilité, ou pour la partie livraison, puisqu'on a des clients là-bas, ça se fait presque naturellement et spontanément avec des équipes qui se voient déjà régulièrement dans un autre cadre et qui savent ce que ça peut apporter de travailler ensemble. Donc, ça a vraiment apporté cette cohésion et cet apport mutuel et cette intelligence collective. Ensuite, très concrètement, nous avons réussi à matérialiser l'amélioration des prévisions sur lesquelles nous avons clairement, farouchement travaillé avec nos filiales et nos équipes commerciales et l'équipe supply chain. Et nous avons réussi à traduire cette amélioration des prévisions en amélioration du service. Donc ça a été vraiment un win-win tangible. Si toi, commercial au Guatemala, tu es capable de mieux prévoir ce que tu vas vendre sur ton top 10 des références, notre usine à l'est de Paris va être en mesure d'assurer une meilleure production parce que les achats sont en mesure de sécuriser les disponibilités des matières premières liées à ces produits, etc., etc. Donc vraiment, aller dans cette boucle vertueuse sur la totalité de la chaîne. Et ça a opéré, et ça n'a pas été un coup de baguette magique, ça a été aussi des cycles itératifs, mais une meilleure compréhension également des produits et des enjeux dans chacun des business. Et puis, le déploiement du MRP dans les filiales et avec nos fournisseurs, de facto, nous travaillons un peu comme assez souvent, malheureusement, avec un de nos plus puissants outils qui est Excel, qu'on aime tous. Sauf que il y avait beaucoup de choses qui étaient dans la tête des personnes ou du travail vraiment très, très manuel et très gut feeling parfois, un peu à l'intuition ou à la compétence de la personne qui faisait les plannings. Et nous avons pu et nous sommes en train de déployer aujourd'hui le MRP avec nos filiales et dans nos approvisionnements avec nos fournisseurs sur la base de tout ce travail et de tout ce bénéfice engrangé grâce au SNOP. Quelques obstacles maintenant rencontrés durant le projet, parce qu'évidemment, tout n'a pas été un long fleuve tranquille, et sinon, ça n'aurait peut-être pas été aussi fun que ça l'a été, j'ai envie de dire. Le premier point, j'en parlais tout à l'heure, c'est la charge réelle ou crainte et les autres initiatives en parallèle. Nous avons vraiment bataillé pour que le SNOP soit mis en priorité parce qu'il fallait qu'on crante cette amélioration sur notre supply chain et que nous puissions mettre ça au cœur de l'entreprise avec une priorisation forte et surtout derrière, à travers l'animation et l'automatisation des routines, un gain de temps assez significatif. C'est-à-dire que les premières revues de forecast dans les BU ont duré 2, 3, 4 heures pour certaines. Emmanuel se souviendra du temps qu'on a pu passer à Barcelone avec notre filiale espagnole. C'était quasiment une journée entière. Aujourd'hui, on arrive à avoir des revues efficaces, axées sur les décisions à prendre, avec un travail de préparation des data qui permet que cet engagement des équipes il soit beaucoup plus limité et beaucoup plus efficace. Ensuite, le deuxième obstacle, et je pense qu'il est courant dans notre métier parce qu'il se passe toujours quelque chose. Il n'y a pas un matin où on se lève où on n'a pas une nouvelle qui tombe, bonne ou mauvaise, sur la table ou sur les mails. C'est de bien garder un focus moyen terme par rapport au court terme. Nos enjeux sur le SNOP, et ça n'exclut pas le travail opérationnel qui peut être fait au quotidien, les ajustements, etc., c'est vraiment de piloter notre activité sur les 3 à 12 mois à venir. Nous avons volontairement
sorti des discussions avec certaines de nos filiales et de la plupart des filiales, la discussion sur les ruptures à court terme, sur les urgences, sur les évolutions de stock, etc., vraiment très court terme, les difficultés rencontrées sur le transport hier ou demain, de la revue de forecast pour qu'elle soit vraiment dédiée à cet horizon-là. Donc, je crois qu'il faut vraiment faire cet effort et ça, c'est un effort répété jour après jour. Hein, c'est vraiment ce que nous continuons à faire, c'est dans les prochaines étapes juste en dessous, vraiment continuer à se focaliser sur ce moyen terme en traitant par ailleurs le court terme. C'est-à-dire que évidemment, les clients, les commerciaux ont besoin d'avoir des infos sur le court terme, mais il faut réussir à les impliquer et impliquer l'ensemble de la chaîne sur le moyen terme. Ensuite, ça a été la gouvernance. Quels sont les objectifs? Est-ce que c'est de tenir un budget ou d'aller au-delà? Dans quelle mesure cet outil et ce travail et ce processus de SNOP n'est pas un peu, je dirais presque un castrateur pour le commerce, de dire j'ai dit que j'allais faire 10, il ne faut pas que je fasse 11 ou 12 parce que sinon on va m'expliquer que je ne suis pas dans les clous alors que j'ai un potentiel de développement, ce qui n'est absolument pas l'objectif du SNOP et de la supply chain, mais de vraiment aligner. Et puis, in fine, nous avions mis les outils, j'ai envie de dire, en dernier, mais il faut forcément y revenir et nous avons besoin de ces outils et de retravailler sur les outils de façon encore plus prégnante une fois que l'ensemble des autres étapes ont été franchies. Donc, il a fallu revenir sur les outils, parfois à contre-cœur, parfois avec bonheur pour d'autres, mais expliquer vraiment l'enjeu et le positionnement des outils SAP et puis dans les prochaines étapes un proof of concept, donc des tests que nous faisons aujourd'hui sur ce que présentait Jérôme tout à l'heure, logiciel propriétaire avec une solution IA sur l'amélioration de nos forecasts que nous sommes en train de tester sur notre filiale allemande actuellement de façon à aller au-delà, améliorer encore nos forecasts. Super, merci énormément Xavier pour ce retour. Emmanuel, peut-être un résumé de ce Oui, très rapidement avant de passer aux questions. Effectivement, un SNOP stabilisé, mature, il ne va pas supprimer l'incertitude, mais il va permettre de prendre les bonnes décisions. Quand on dit prendre les bonnes décisions, concrètement, c'est quoi? Parce que depuis le début, on dit le SNOP doit conduire à des décisions opérationnelles et donc à des faits concrets. En termes de budget, c'est d'anticiper une baisse des ventes bien en amont. Et définir un plan d'action pour contrer cette baisse des ventes ou pour prendre des mesures. Qui n'a pas vu, moi j'ai passé 20 ans dans les opérations, qui n'a pas vu au mois d'octobre, 3 mois avant la fin de l'année, quelqu'un qui dit finalement j'atteindrai pas le budget de l'année. Et depuis 9 mois, il annonce en mettant des prévisions plus élevées pour les mois à venir qu'il va finalement faire le budget. Et donc c'est vraiment anticiper ça. Arbitrer les niveaux de stock en favorisant la marge, par exemple. C'est des décisions qui peuvent être prises grâce au SNOP. Valider, et effectivement, c'est essentiel de valider des objectifs de vente réalistes, c'est-à-dire qu'une prévision, ce n'est pas une ambition. C'est pour ça parfois, c'est des difficultés de compréhension et de langage commun entre la supply chain et le commerce. Donc, le SNOP doit valider des objectifs de vente réalistes et puis qui sont en cohérence avec la capacité de production validée. Sinon, vous allez avoir des ruptures sans arrêt parce que la capacité de production, elle ne peut pas suivre. Le SNOP va permettre de favoriser la collaboration avec les équipes. C'est là où a mis l'accent Xavier. C'est qu'aujourd'hui, dans un contexte de crise, bien sûr, ce n'est pas un projet SNOP qui déroule tous les jours, mais les gens ont pris l'habitude de se parler et de se dire les choses, de parler concrètement du contexte, des faits, des données, pour pouvoir réagir sur le court terme. Donc, il faut bien favoriser cette collaboration pour bien allouer, par exemple, les surcapacités. Avec un site de production, dit j'ai de la surcapacité et que le commerce sache pousser les bonnes références de produits. Et enfin, lancer des nouveaux produits dans les temps grâce à l'alignement des différentes fonctions. Et chez Motul, par exemple, un des soucis, c'était la préparation des étiquettes. Quand vous lancez un nouveau produit, les étiquettes sont très spécifiques selon les pays. Et parfois, la production était présente, le produit était là, mais l'étiquette arrivait trop tard. La bonne étiquette pour les bons pays arrivait trop tard et on était en retard dans le cas des lancements de produits. Donc voilà, un SOP stabilisé, mature, il permet vraiment des bénéfices opérationnels concrets. C'est là-dessus que nous voulions finir, des bénéfices concrets. Donc des bénéfices concrets, c'est effectivement mieux anticiper le moyen terme, mieux arbitrer service coût stock,
aligner les priorités business à travers différents leviers dont on a déjà parlé, hein, la réduction des surstocks, des ruptures, la meilleure fiabilité des différents plans, une stabilité pour les opérations. C'est des sites de production qui ont ou des équipes logistiques qui ont une meilleure visibilité des volumes à venir, ça va être plus facile d'anticiper. Et puis, vous avez plus de crédibilité vis-à-vis de la direction parce que vous donnez des éléments concrets sur le contexte, sur l'historique et puis sur comment on va évoluer les prochains mois. Donc, en termes de bénéfices mesurables, hein, bien sûr, ce sont des ordres de grandeur observés. Et puis, vous n'allez pas forcément tous les cumuler parce que vous lancez un SNOP, mais on peut voir des améliorations de 2 à 5 points sur le taux de service, des forts impacts sur la valeur de stock, hein, parce que vous avez les bonnes références en stock, donc 10 à 15% sur la valeur de stock, des coûts opérationnels qui vont baisser de manière assez significative, que ce soit sur le transport, l'entreposage ou sur des coûts de production de sites. Et puis, ça va générer du chiffre d'affaires supplémentaire parce que vous avez les bonnes références. Donc, c'est des choses qui ont été vues, entre autres, chez Motul sur ces je vais peut-être commenter, oui, Emmanuel, avec plaisir pour illustrer effectivement et vous donner la réalité de ce que nous avons pu observer sur 2025. Hein. Effectivement, sur le taux de service au sein de Motul, c'est une diminution du taux de rupture moyen de 10%. Ce qui se traduit en notif par 8 points notifs gagnés sur l'année. Bon, il nous reste de la marge de progrès, hein, mais on continue. Sur les stocks, et là c'est vraiment très intéressant et j'ai envie de dire très symptomatique et emblématique, nos stocks ont baissé effectivement de 10% de valeur et de quantité à peu près. Le plus symptomatique, c'est que ce sont des stocks obsolètes et à risque qui ont disparu. Là où donc on est allé au-delà de ces 10% sur les stocks obsolètes et ce qui a été remis en plus, ce sont plutôt des stocks stratégiques sur des produits justement où nous voulons pouvoir faire face à une variabilité de la demande en alignement avec le business et avec la finance. Donc on a pu refinancer des stocks sains par la diminution des stocks obsolètes et notamment avec le travail qui a été mené sur les processus de lancement arrêt de produit à travers le SNOP. Sur la partie coût de transport et opérationnel, ça nous a permis de retravailler aussi par voie de conséquence notre schéma logistique et notre schéma, notre DRP, hein, notre distribution plan, c'est-à-dire de quel pays, de quelle zone, de quel entrepôt nous livrons, quel client suivant les volumétries attendues et de retravailler donc tout cela. Et puis sur le chiffre d'affaires, effectivement, nous avons fait une croissance qui est même au-delà des 5% l'année dernière chez Motul, tout en ayant tous ces bénéfices par ailleurs. Donc habituellement, on sait que c'est difficile d'accompagner une croissance de l'entreprise sans augmenter les stocks, sans avoir une hausse. Et là, nous avons vraiment pu avoir l'ensemble de ces bénéfices et je dirais ces cartons pleins sur le spider graph, sur l'ensemble des critères. Voilà. Et puis, nous avons encore du travail en cours parce que nous ne sommes pas au bout de tous les bénéfices que nous pouvons avoir, et notamment avec l'embarquement successif des différentes équipes et des outils nouveaux que nous testons. Alors, merci Xavier pour ce partage de chiffres. Hein. On voit du coup vraiment, si on raisonne en termes de retour sur investissement de cette démarche, sur des niveaux de retour sur investissement très rapides. Ce que je vous propose, c'est de répondre à quelques questions. Il y en a beaucoup, merci. Nous n'allons pas pouvoir toutes les couvrir, mais de toute façon, nous reviendrons vers vous par écrit pour ceux à qui nous n'avons pas pu répondre. Je vais en prendre une première et après, je vais en donner une autre à Xavier et à Emmanuel. Il y a pas mal d'interrogations sur la partie IA, même si vous l'avez compris, pour nous, c'est ce qui vient en dernier dans la démarche, mais il y a effectivement beaucoup de questions sur un petit peu les prérequis ou les enjeux du déploiement de ce type de solution. Clairement, l'enjeu de la maturité sur la data en entrée, bien sûr, ça vous l'avez tous en tête, je pense, mais ce qui nous frappe aussi, c'est qu'il y a un enjeu aussi de maturité des équipes sur l'interprétation et la capacité à challenger le résultat. Et pour nous, c'est même l'élément principal, hein, au-delà de la maturité technique de la data, c'est la maturité des équipes à comprendre, à analyser et à remettre en cause, si besoin, les résultats apportés par ces éléments d'IA. Et c'est pour nous le prérequis principal est là avant la mise en place de ce type d'outil.
Il y a une autre question ensuite sur l'organisation, en particulier sur la prévision des ventes, sur la responsabilité. Xavier? Oui, alors elle est en train d'évoluer aujourd'hui chez nous, c'est-à-dire que on a démarré de façon à embarquer, à sensibiliser vraiment chacune de nos filiales. Nous sommes structurés sur une douzaine de filiales, avec à chaque fois un manager, un directeur de la filiale qui a les équipes commerciales et qui a également les équipes supply chain locales que moi j'anime fonctionnellement en transversal. La responsabilité était dans les équipes commerciales et la supply chain locale et centrale, je dirais, n'en était que le réceptacle de ces prévisions de vente et autres. Évidemment, à travers la mise en place de revues successives, la supply chain est montée en compétences de façon à être un vrai challenger, partner, accompagnateur, notamment sur aussi les lancements, de dire attention, tel lancement, est-ce que vous l'avez bien intégré, etc., en intégrant le marketing. Et de facto, la cible que nous avons, c'est avec la mise en place d'un outil IA, que la supply chain soit capable de fournir au commerce un premier jeu de data essentiellement sur l'historique et sur la connaissance des marchés, enfin, mais surtout voilà, des évolutions et également des gammes produits, et que de facto, le commerce revienne avec ce jeu de data corrigé, mais que la supply devienne le premier émetteur de données et pas simplement je prends et je rentre des données, sachant qu'historiquement, on a eu des cas dans certaines filiales peu matures, en toute transparence, je prends les données du commerce et même si c'est le double ou le triple de l'année dernière ou du mois passé, c'est le jeu du commerce et c'est eux qui prennent la responsabilité. Moi, je ne suis là que pour saisir dans le système. Voilà, ça, c'est clairement des comportements, j'ai envie de dire, sur lesquels nous avons travaillé de façon à faire gagner en maturité l'ensemble du processus. On est dans une situation un peu chahutée. On a plusieurs questions sur la capacité à créer des scénarios. Peut-être déjà d'un point de vue approche, Emmanuel, comment tu vois ça Effectivement, c'est aujourd'hui créer des scénarios sans outils APS supportés et augmentés par l'IA, c'est compliqué. C'est tout l'intérêt de ces outils-là, de pouvoir créer des scénarios très rapidement, donc différents scénarios basés sur différentes hypothèses qu'on prend, qui peuvent être économiques, stock, approvisionnement, etc., volume de vente. Et puis avoir l'impact, ce qui est important, c'est d'avoir l'impact immédiat en termes bien sûr de coûts et de services et de finances et de production, pardon. Et aujourd'hui, sans outils, c'est très difficile de démultiplier ces scénarios. Xavier, du coup, pour Module, vous avez mis en place cette approche par des scénarios? Alors, je dirais déjà, travailler sur des scénarios sans avoir une ligne de base sur laquelle on est aligné, c'est quelque chose qui est, pour moi, quasiment impossible. Donc, c'est vraiment important d'avoir, je pense, ce processus en place et cette ligne de base alignée. On le voit aujourd'hui, nous avons, comme je pense pas mal de mes confrères dans l'industrie et en particulier dans notre secteur, des emballements de prise de commande pour sécuriser la disponibilité avec des risques au Moyen-Orient, des à-coups de commande dans une logique de positionnement de la commande pour sécuriser le prix actuel et éviter de subir une hausse de la part de nos clients, etc. Ça, on le travaille, je dirais, en écart. Aujourd'hui, encore un peu trop manuellement par rapport à nos outils. On n'a pas encore été jusqu'à la capacité à scénariser nos prévisions et travailler là-dessus. Mais ça fait partie d'éléments qu'on est en train de retravailler, notamment avec IBP, puisqu'IBP a une solution SNOP aujourd'hui qu'on n'utilise pas complètement. On est encore beaucoup sur la partie demand planning et intégration de ces forecasts dans SAP. Mais nous allons nous travaillons cette année, là, sur 2026, à utiliser vraiment pleinement l'outil SNOP, remettre à jour l'ensemble de nos nomenclatures, BOM, etc., de façon à pouvoir justement faire varier des scénarios en disant si on fait 5% de plus ou 10% de plus sur telle zone, sur tel produit, qu'est-ce que ça implique sur l'ensemble de la chaîne en termes de capacité industrielle, en termes de capacité de nos fournisseurs à livrer, etc. Aujourd'hui, on le fait en toute franchise, à la marge, par des études ad hoc, comme c'est le cas en particulier actuellement sur certains risques identifiés, par exemple sur nos approvisionnements de matières liés à la situation au Moyen-Orient. Peut-être une dernière question sur le déploiement, parce que là, on a effectivement un superbe exemple avec un déploiement au niveau de l'ensemble du groupe. Peut-être revenir sur la démarche qui a été adoptée, le déploiement progressif.
peut-être les BU pilotes, parce que je vois qu'il y a une question Oui, effectivement là-dessus. sur la notion de pilote, tout à fait. Vraiment, quand avec Xavier, on a travaillé sur le design du processus SNOP, donc on l'a fait en centrale avec son équipe, on a commencé à ébaucher un premier processus SNOP, et tout de suite, on l'a confronté avec quelques BU pilotes. Hein, et l'objectif, c'était de choisir des BU différentes en termes de volume, de maturité, etc. Donc pour avoir ça. Et après, on a accompagné le déploiement à Bogota, par exemple, en Allemagne, etc. On a accompagné le déploiement. Si vous voulez compléter, Xavier. Oui, mais tout à fait. Enfin, ce qu'on a cherché, c'est aussi à montrer que ce modèle SNOP il fonctionnait et il s'appliquait à l'ensemble de nos types de business. On a un business sur l'Europe de l'Ouest où nous livrons depuis des entrepôts dans chacun des pays beaucoup de clients, parfois même en direct avec des garagistes, etc. Par rapport à des typologies de distribution sur la partie Amérique latine notamment, où là nous travaillons avec quelques importateurs, distributeurs qui gèrent la totalité du pays. Donc, on n'est pas du tout sur la même capillarité, sur le même niveau de vente. On va livrer certains clients avec 300, 400, 500 kilos sur l'Europe, quand c'est pas moins. D'autres, en Amérique latine, où on livre quasiment que du container complet systématique. Et l'enjeu, ça a été vraiment de travailler avec chacun de ces modèles et d'embarquer effectivement une filiale pilote sur chacun de ces types de distribution. Là où nous avions aussi des enjeux en termes de gains à obtenir. On n'a pas choisi des petites filiales très concrètement de façon à vraiment améliorer les choses et que ça impacte rapidement les résultats. Et puis, une customisation justement sur la spécificité du business, sur les enjeux. Aujourd'hui, quand on parle avec nos distributeurs en Amérique latine, l'enjeu, c'est quasiment plus de savoir maintenant ce qu'ils ont eux en stock et ce qu'ils vendent eux en sell-out de façon à mieux nous anticiper ce qu'on va avoir comme vente derrière, versus je dirais, le garagiste français où là, on est vraiment plus dans une logique de modèle statistique et où l'IA pourra vraiment performer complètement. Eh bien, merci à nous, merci infiniment Xavier pour ce retour d'expérience. Merci Emmanuel, merci Jérôme. Merci à toutes et tous, et puis ravi de poursuivre la conversation, et merci pour cette invitation à ce webinaire, et vraiment encore très heureux d'avoir pu déployer ce processus SNOP et d'en tirer encore les fruits au quotidien et de voir les choses s'améliorer et des évolutions et des next steps encore devant nous. Merci Xavier. Merci. Très bonne journée à tous. Au revoir. Bonne journée, au revoir.